1 minute. Sylvain? Dans 1 minute, on pourra commencer. Ouais, ok. Bon, je crois que c'est parti, on peut commencer, hein. On va commencer la session. Alors d'abord, bonsoir à tous et bonsoir à toutes et merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle session de notre programme Les Inséparables, hein, qui a débuté il y a déjà quelques mois avec plusieurs thématiques déjà traitées. Et celle de ce soir concerne le nerf de la guerre, on va dire toute la partie finance, mais une finance assez particulière puisqu'on va parler de crypto-monnaies, de blockchain et toutes ces monnaies qui arrivent et qui bouleversent un peu le système déjà établi des banques normales, des banques classiques. Donc la thématique, hein, plus précisément, c'est blockchain et finance, comment les cryptoactifs peuvent-ils stimuler le développement des communautés économiques locales, financement des projets communautaires d'impact. Un intitulé qui est long, mais qui en dit beaucoup sur la manière dont les crypto-monnaies sont perçues et sur ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui dans le contexte actuel, notamment dans tout ce qui est projet communautaire et projet d'impact. Donc on va traiter de cette thématique avec nos experts qui sont au nombre de 3. On va dire déjà merci à vous d'être là, hein, les experts qu'on va tout de suite nommer, qu'on va citer. On a avec nous, honneur aux dames d'abord, bien évidemment, maître Benita Sarr Kindogo, avocate, entrepreneur et consultante, principalement en activité en Afrique, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Alors tout à fait, je suis avocate au barreau de Paris, mais la plupart, le gros de mon portefeuille clientèle est en Afrique. On en parle tout à l'heure. Merci beaucoup, maître Benita Sarr Kindogo. Avec nous également ce soir un autre expert de la blockchain cette fois-ci, qui est monsieur Hassan El Bakali, donc qui est CEO de CRS Adverstory et qui est aussi membre de eCapital Venture France et que j'ai cru comprendre être le président du G25 France également. N'est-ce pas, Hassan? C'est bien ça. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. On a également avec nous ce soir M. Moustapha Babassila, qui est le coordinateur du programme Les Inséparables de ce mois-ci, du mois de septembre, puisque vous le savez, Les Inséparables, tous les mois, il y a une présidence tournante et l'honneur a été donné à M. Moustapha Babassila. Bonsoir et merci de nous accueillir, merci de coordonner cette session et de nous permettre de traiter de cette thématique ce soir. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Merci. Et on ne peut pas parler des Inséparables sans parler de son président, bien évidemment, Sylvain Mian. Bonsoir Sylvain, on ne vous présente plus, hein. Chaque fois vous êtes là, chaque session vous supervisez un peu nos travaux et vous orientez un peu plus le sujet en fonction de ce qu'on recherche par rapport aux Inséparables. D'ailleurs, expliquez-nous encore une fois, puisque la répétition n'est pas rejetée, puisqu'on sait très bien qu'à chaque fois, on doit comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on est là, ces sessions qui reviennent tous les mois. Sylvain, à vous la parole. Merci, très cher Aminat. Merci, c'est toujours un plaisir de te retrouver sur le débat live. Merci à tous nos experts qui ont bien voulu prendre de leur temps pour nous édifier sur le sujet du jour. Merci au président Sylla d'avoir choisi ce thème-là qui est véritablement un thème d'actualité et un thème qui cadre avec les missions du programme Les Inséparables. Comme Aminat l'a dit, je suis Sylvain Mian,
coordonnateur général du programme Les Inséparables. Et le programme Les Inséparables, c'est un programme qui rejoint la diplomatie économique de EIC Corporation, qui est véritablement, je dirais, la mère de ce programme-là. Donc, ce programme-là vise à instaurer des groupements économiques, à créer des groupements économiques afin de booster le développement local de nos sociétés, de nos pays. Donc, on a commencé avec une phase test au niveau de la Côte d'Ivoire et depuis le mois de mai, chaque mois, il y a un président qui se succède à la tête du programme de sorte à véritablement mener des recherches culturelles sur certaines cultures de la Côte d'Ivoire. Nous avons ciblé 88 cultures au niveau de la Côte d'Ivoire et donc chaque mois, nous allons mettre une culture en avant. Et en même temps que nous faisons des recherches sur certaines cultures afin de connaître la vie économique, sociale d'un peuple de la Côte d'Ivoire, nous avons instauré ce débat live-là qui permet de soulever un fait de société, de soulever une problématique de développement et une problématique qui touche véritablement à notre pays, au développement de notre pays. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, le président en exercice a bien voulu qu'on puisse se pencher sur la blockchain et la finance digitalisée, qui est aujourd'hui, je ne dirais même pas la finance du futur, puisqu'aujourd'hui on est déjà dans le futur avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Donc il a bien voulu qu'on se penche sur ce thème-là et qu'on le ramène à notre raison d'être, qui est le développement local. Donc il a voulu que la finance du futur puisse revenir et nous aider à véritablement adresser nos différents sujets au niveau du financement local. Donc c'est un peu ça. Chaque mois, nous nous retrouvons ici avec le plaisir de toujours être modéré par Aminat, qui suit nos débats. Et ces débats-là nous permettent à chaque fin de débat d'établir un article que nous publierons, un article de nos échanges et des recommandations que nous formulons ici. Et l'idée aussi, c'est qu'à la fin de chaque débat, les recommandations formulées puissent faire naître un projet concret sur lequel nous apportons une solution par rapport à la problématique que nous avons discutée. Voilà un peu expliquer ce qui nous permet de nous connecter chaque mois et c'est toujours un plaisir de nous retrouver ici. Merci Aminat. Merci, cher Sylvain. Et puis, je donne la parole avant de débuter notre session au président de IC Corporation, qui n'est autre qu'Achille Agbe. Achille, bonsoir. Je sais qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps, il a touché le sol français il n'y a pas très longtemps, il était en déplacement, donc est-ce qu'Achille est connecté? Bon, je crois qu'on le reprendra tout à l'heure. Donc, on ne va pas tarder, on va commencer avec notre thématique. Donc, cette fameuse finance et cette blockchain, en fait, qui vient avec les crypto-monnaies bouleverser un petit peu l'ordre établi depuis des années, depuis des décennies, même des siècles sur le monde de la finance et le monde économique. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ce mot revient souvent. Et avant de commencer vraiment à parler et à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on ait peut-être une définition de ces termes. Et je vais justement donner la parole à nos experts qui s'y connaissent. Il est quand même l'un des plus avisés pour nous en parler. Je vais passer la parole à monsieur Hassan El-Bakali. Hassan, qu'est-ce qu'on appelle blockchain et c'est quoi cette modalité de faire, cette manière de faire de la finance pour ceux qui ne connaissent pas? Merci. Merci pour cette question, Aminat. En effet, il faut commencer par les bases, donc les définitions. Alors, la blockchain, je reviens toujours sur deux dimensions fondamentales de la blockchain en comparaison avec ce que sans doute nos auditeurs connaissent traditionnellement, donc le monde bancaire, qui est un monde dans lequel, si on prend, quelle que soit la banque, un système comptable dans lequel les données, les transactions sont enregistrées dans cette banque. Donc, cette banque-là qui maîtrise ces données-là centrales ne sont accessibles que par le banquier de manière centralisée. La première dimension fondamentale de la blockchain, c'est que dans une blockchain, les données ne sont pas centralisées, mais elles sont distribuées. Ça, c'est vraiment le premier aspect fondamental. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une seule personne qui concentre l'ensemble de l'information, cette information-là est distribuée à l'ensemble des participants d'une blockchain. Donc, on peut imaginer, nous tous ici, on est une vingtaine de personnes, avoir accès en temps réel à la même information partout où l'on est dans le monde. Quel est l'avantage fondamental du coup de ce principe-là? C'est que si l'un d'entre nous cherche à falsifier l'information, eh bien, l'ensemble des autres participants peuvent facilement démontrer que la copie est falsifiée. Donc, c'est la première dimension fondamentale. Les données sur une blockchain sont distribuées.
Deuxième aspect fondamental, je vais revenir au banquier. Le banquier décide de manière unilatérale et centralisée s'il va accepter ou refuser votre transaction. Donc, on parle finalement des fameux tiers de confiance centralisés, les notaires en sont, les assureurs, les banquiers, on a beaucoup d'autres exemples. Dans une blockchain, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans une blockchain, la décision est décentralisée, c'est-à-dire que les fameux participants à la blockchain qui détiennent chacun une copie des données vont ensemble, collégialement, décider si on va approuver ou refuser une transaction. Et c'est cette décision-là, décentralisée à la majorité des votes, d'une certaine manière, qui va permettre de décider si on enregistre une transaction sur ce fameux registre distribué. Et si c'est validé, à l'instant T, l'ensemble des participants auront une nouvelle transaction dans le registre auquel ils ont accès. Donc, première dimension, c'est la distribution de la donnée. Tout le monde a accès à la même information, ce qui évite la falsification. Deuxième dimension fondamentale, c'est la décentralisation de la décision, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir corrompre le principe de décision ou avoir un mécanisme dans lequel une personne, de manière unilatérale ou subjective, décide pour tout le monde. Donc en fait, là, on explose un petit peu les principes connus. En fait, on ouvre, on change carrément de paradigme, là, si je comprends bien. C'est bien ça, et c'est pour ça que malheureusement, parfois à la blockchain, les gouvernements, les médias de masse lui trouvent, on va dire, des défauts, puisqu'en effet, c'est un système qui est relativement inclusif et dans lequel le citoyen peut être participatif, d'où on va revenir au sujet du financement, peut avoir directement un impact participatif via ces outils-là dans le cadre du financement, par exemple. D'accord. Et les cryptoactifs, dans ces cas-là, quel rapport, comment ça se… Alors, on peut considérer que le cryptoactif, c'est un petit s'articule. peu le carburant finalement d'une blockchain. Donc, une blockchain, il y en a on va dire des centaines ou des milliers. Et ensuite, sur ces blockchains-là, la donnée au sens unitaire qui va être véhiculée, ce n'est pas 1 euro, ce n'est pas 1 dollar, c'est un actif digital. On parle de cryptoactif. Pourquoi? Parce que historiquement, on utilise des mécanismes cryptographiques. Alors, c'est quoi la cryptographie? C'est très simple. Quand vous allez sur un site Internet et que vous avez HTTPS, derrière le S, il y a un certificat digital sécurisé par des outils cryptographiques. Donc, en fait, quand on parle de cryptoactifs, ce sont en fait des unités de mesure, comme ici, on prend le dollar digital ou le Bitcoin, mais dont la construction va être sécurisée par des outils cryptographiques qui existent depuis 50 ans. Donc, quand on parle de blockchain, pour l'aspect cryptographique, on n'a rien inventé. C'est des vieilles recettes, mais appliquées dans un monde moderne, dans des architectures distribuées et décentralisées. D'accord. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'éléments à assimiler pour ceux qui se lancent dans ce milieu-là. Et justement, en fait, quand on dit système nouveau, forcément, il faut maîtriser les règles, j'imagine. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel on se lance sans connaître les tenants et aboutissants. Donc, maître Silla, maître Benita, dites-nous comment ça fonctionne en fait, en termes de réglementation, parce que vous travaillez principalement en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, ce sont des choses qui sont de plus en plus utilisées, qui sont de plus en plus sollicitées? Et puis si oui, comment ça fonctionne en fait? Merci Aminat et merci à Sylvain pour l'invitation. Donc effectivement, alors en Afrique, il y a une approche divergente selon les pays qui va varier énormément en fonction de la zone où on se trouve. Il y a par exemple les pays complètement réfractaires qui interdisent purement et simplement l'utilisation des crypto-monnaies. Je pense notamment au Maroc, à l'Algérie, à la Libye, l'Égypte, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie. Donc ça fait quand même un certain nombre de pays, même si au-delà de cette interdiction, les gouvernements sont en train de mener des réflexions pour pouvoir justement, plutôt que d'interdire cette innovation, accompagner cette innovation. Et je pense notamment au Maroc. En ce moment, il y a un projet de loi qui est en train d'être préparé. Et puis, il y a des pays qui sont plutôt dans une zone grise, c'est-à-dire qui sont sans position officielle claire, qui n'ont pas légiféré là-dessus et qui préfèrent pour l'instant laisser couler. Et enfin, il y a d'autres pays qui sont assez précurseurs en la matière. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense
à l'île Maurice, qui, eux, ont des réglementations très, très favorables au développement des crypto-monnaies. D'autres pays comme le Nigeria et le Kenya, eux, ont des réglementations assez strictes, en interdisant, par exemple, les institutions financières de traiter des crypto-monnaies ou des crypto-actifs, pour être plus large. Donc voilà, on note vraiment une disparité pour l'instant sur le continent africain, avec ceux qui sont précurseurs, ceux qui sont un peu méfiants et ceux qui sont totalement réfractaires. D'accord, donc en fait, c'est vraiment aujourd'hui, il y a une disparité, comme vous l'avez dit, hein, les pays s'adaptent en fait, puisque c'est comme toute chose nouvelle, il faut qu'on connaisse un petit peu les conséquences après, parce que justement les dérives peuvent arriver très vite. Donc là, on a parlé des pays qui étaient réfractaires. Moi, j'aimerais passer la parole au coordinateur de cette session de ce mois de septembre, Mustapha. En Côte d'Ivoire, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de crypto-monnaie, on parle beaucoup de blockchain et de cette finance alternative, si on peut dire, en tout cas plus ou moins inclusif, puisqu'on parle aussi de ces projets communautaires. Est-ce que c'est quelque chose qui intervient souvent? Oui, bien sûr. Je voulais dire merci à tous nos experts, merci à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, nous avons choisi ce thème parce que c'est d'actualité, c'est du numérique, c'est de nouvelles plus-values en termes d'action numérique. Et aujourd'hui, avec le développement du numérique en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, il y a des startups. Il y a des startups qui évoluent dans ce domaine, qui essaient dans la fintech, qui essaient de mettre des solutions, de lever des fonds pour accompagner des initiatives. C'est relativement faible, oui, on va le dire, mais c'est des choses qui existent parce que quand on prend des cas comme au Canada, où aujourd'hui il y a des grandes phases de chantier de fermes des mineurs en termes de crypto-monnaies. Aujourd'hui en Afrique, c'est des alternatives qui peuvent nous aider à financer nos actions de développement au niveau local. Et là, c'était bon de poser le problème, de mettre le pied dans le plat et de voir quelles sont les perspectives que nous pourrons avoir. Sinon, ça existe effectivement dans nos environs. Alors, on sait que tout ce qui est finance en Afrique, ou alors dans les territoires non occidentaux, en fait, on s'organise aussi souvent parce que c'est pas la même approche de la finance. On a aussi des choses qui fonctionnent, qui sont là. Je parle notamment des tontines. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans les tontines. Sylvain, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui doit être pris en compte? Est-ce quelque chose qui est déjà pris en compte ou il y a quelque chose à faire avec ces tontines via la blockchain, via les cryptos? C'est une situation d'actualité. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines de cela, qu'une jeune dame qui était, je dirais, établie comme une influenceuse, entre guillemets, au niveau de la Côte d'Ivoire, s'est fait emprisonner parce qu'elle avait élevé une association de tontines et que malheureusement, elle avait grugé les gens qui avaient participé à cette tontine-là. Et elle s'est retrouvée aujourd'hui en prison avec une peine de 1 année et avec la sanction de rembourser pratiquement 14 millions pour lesquels on l'avait convoqué à la justice. Mais en temps, on nous dit que le délit s'élève à pratiquement 60 millions de nos francs CFA. Donc, je dis que la blockchain vient à point nommé, elle vient à point nommé pour véritablement aider déjà ce qui est fait de façon informelle. C'est juste que souvent, très souvent, on est réfractaire face à tout ce qui vient comme changement. Mais en réalité, le changement, il ne fait qu'officialiser des pratiques qui existent depuis longtemps. On essaie de les rétablir et de leur donner une base légale et de les formaliser en vérité. Sinon, les tontines, elles existent dans nos pays. Les gens ne cessent de les faire. Et le malheur de ces procédés-là, c'est que, bon, on fait la tontine. L'argent est conservé par une personne. Et cette personne, à quelle assurance qu'on a? Cette personne peut ne pas être malhonnête, elle peut garder l'argent, mais si par malheur, cette personne, il lui arrivait un accident où elle était invalide ou que cette personne était décédée, vers qui on se tourne pour récupérer l'argent qui a été misé en réalité. Donc, les blockchains et tout ce qui est système qui vont avec, et là, M. Hassan l'a clairement bien défini. La blockchain, elle représente pour le système, pour la banque numérique, la banque du futur, elle représente pareil ce qui est la banque centrale aujourd'hui pour le système traditionnel. Elle apporte cette sécurité-là qu'on
dont on craint, cette sécurité qui nous fait peur par rapport à tout ce qui est numérique, en se disant, bon, je mets mon argent dans quelque chose qui est véritablement le régulateur derrière. Et donc, cette blockchain-là vient apporter cette sécurité-là. Je pense que c'est quelque chose qui, avec l'éducation, si on permet à nos populations de mieux appréhender la situation, de mieux comprendre la chose, ils n'hésiteront pas véritablement à se mettre en ordre, vu que beaucoup ont été victimes de tous ces arnaques-là au niveau de ces tontines-là. Alors justement, je passe la parole en faisant la transition ce que vous dites, Sylvain, à Hassan. Alors, on parle de cette opportunité en fait de passer à la blockchain au crypto. Comment ça se passe? Par exemple, quelqu'un qui est habitué à faire sa tontine, comment on peut la persuader, comment on peut l'inciter à aller vers la blockchain, vers le crypto? Comment ça se passe? Alors c'est intéressant parce que bon, je n'avais pas connaissance de ce délit qui a été qui a eu lieu. Typiquement, on peut imaginer qu'une tontine qui justement s'appuierait sur la blockchain, il y aurait eu beaucoup plus de difficultés à effectuer une telle fraude, puisque en fait, comme je l'ai rappelé précédemment, la blockchain est un système complètement ouvert, dans le jargon on va dire public, c'est-à-dire que contrairement à une banque dont les transactions qui sont opérées sont privées ou privatives, c'est-à-dire que le commun du mortel n'a pas accès aux transactions qui sont opérées par cette banque, et bien sur la blockchain, l'ensemble des transactions sont visibles de tous. Donc, c'est ce qu'on appelle une blockchain publique. Alors, bien sûr, si Aminat et moi, on passe par la blockchain pour réaliser des transactions, on peut rester pseudonyme, c'est-à-dire que l'identité d'Aminat et la mienne reste protégée, d'où le terme pseudonyme, mais on va pouvoir identifier qu'il y a une relation commerciale entre, en tout cas, une entité A, représentée par Aminat, et une entité B, représentée par moi-même. Donc, une tontine qui serait organisée sur une blockchain, on serait capable d'observer en temps réel l'ensemble des échanges qui auraient lieu dans cette tontine, qui peut être de 10, 15, 50 personnes. Donc, ce serait un moyen très simple de pouvoir en tout cas vérifier qu'une personne qui dit avoir en effet investi tel montant ou réceptionné tel montant ou pas, que c'est réellement que c'est une version vraie et véridique, puisqu'en fait, on va pouvoir observer la transaction directement sur la blockchain. Donc, la blockchain, de par sa nature publique et de transparence, crée par design de la confiance là où les acteurs ne sont pas nécessairement en confiance. Donc, on peut imaginer aussi que les concurrents, comme ils partagent de la donnée de manière transparente, peuvent avoir des relations commerciales qu'ils n'auraient pas dans un système hors blockchain. Donc, dans le cas d'une tontine, pour conclure, en effet, la transparence et l'aspect public d'une blockchain auraient fait, dans le cas d'une tontine, on aurait pu, si pas en tout cas arrêter, parce qu'une fraude, si elle a lieu, elle aura lieu, mais en tout cas la prévenir, l'observer et en tout cas éviter qu'elle prenne une telle mesure. Encore faudra-t-il, et vous avez insisté là-dessus, Aminat, tout à l'heure, c'est le sujet de l'éducation ensuite des personnes par rapport à ces nouveaux outils. Et je pense que ça va être un sujet intéressant, peut-être aussi du débat, c'est voilà, comment on peut justement mieux éduquer sur ces outils-là pour que les personnes, une fois qu'elles y ont accès, puissent aussi réaliser les contrôles et les observations dont je vous ai parlé à l'instant. Justement, il y aura un aspect justement sur comment accompagner les personnes qui sont intéressées à y aller et justement comment faire en sorte que ça produise les résultats qu'ils attendent. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de la transparence, vous avez parlé, donc moi je pense aussi à un côté de traçabilité qui doit être rassurant. Donc aujourd'hui, quels sont les critères pour rassurer, sur quelle base on doit aller pour pouvoir dire cette blockchain là ou cet aspect de cette crypto en fait me rassure, je vais y aller. Maître Sarr, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas, un cahier des charges ou des choses comme ça pour justement valider, s'assurer qu'on n'est pas sur une voie, parce qu'on sait aussi qu'en termes de crypto, il y a crypto et crypto. On l'a vu, les scandales, on en a parlé par rapport à la tontine, mais toutes les cryptos ne sont pas forcément, ne se valent pas, et certaines sont beaucoup plus, on va dire, dangereuses, parce que des fois ça peut aller loin, que d'autres. Donc comment ça se passe? Tout à fait, Aminat. Alors, juste pour illustrer, moi récemment, j'ai une cliente qui m'a appelée. Elle s'est fait arnaquer 380 000 $. 380 000 $ en participant à une plateforme en fait qui était fictive. C'est-à-dire qu'elle s'est connectée, je ne sais pas, je pense que
les personnes connectées connaissent peut-être Binance. Donc, elle s'était connectée à une plateforme un peu similaire à Binance, sauf que cette plateforme était complètement fictive. Elle avait été créée par les arnaqueurs et en fait, toutes les transactions qu'elle faisait, c'était vers un compte bancaire qui partait dans des comptes offshore, etc. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour éviter ces choses-là, qui restent quand même minoritaires par rapport aux millions et millions de transactions qu'il y a dans le monde? Je tiens à rassurer quand même les personnes. En Europe, il y a un règlement dit MiCA qui a réglementé un certain nombre de choses, justement pour éviter ce type de fraude. Alors, il y a des détracteurs du règlement MiCA qui trouvent qu'il est beaucoup trop strict, que justement, il exige une traçabilité beaucoup trop importante et que du coup, on met un frein à l'innovation. Mais, dans un sens aussi, le règlement MiCA permet un cadre juridique harmonisé déjà, en Europe, par exemple, c'est-à-dire que ce soit en France ou en Allemagne, etc., le règlement s'applique dans toute l'Union européenne. Ensuite, il y a vraiment cette volonté de protéger les consommateurs. Donc, du coup, le règlement impose aux émetteurs de fournir des informations claires et détaillées, notamment dans un livret blanc, afin d'assurer une transparence accrue. Donc, dans ce livret blanc, vous allez regarder un petit peu le projet lié à cette crypto-monnaie, à ce crypto-actif. Ensuite, il va réglementer, si vous voulez, les prestataires qui vont fournir finalement ces cryptoactifs. Donc, il faut qu'ils obtiennent des autorisations, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment des zones dans le monde où il y a un cadre juridique clair, voire pour ces détracteurs très restrictif, très restreignant du moins. Aux États-Unis, il n'y a pas de cadre juridique fédéral. Donc, c'est un peu plus libre. Donc, je pense que nous, sur le continent africain, on peut trouver, ou en Côte d'Ivoire, ou peu importe, on peut essayer de trouver peut-être un juste milieu qui permet d'allier innovation, mais aussi protection finalement des potentiels utilisateurs. Alors, donc c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est nouveau, donc on s'ajuste, on regarde, on fait en fonction. Donc on a vu, par exemple, aux États-Unis, ils ont choisi la liberté de laisser un peu les gens, on va dire, c'est le modèle américain, c'est on investit, voilà, chacun se débrouille, on va dire, et puis s'il y a des problèmes, on gère après. Alors qu'en Europe, on est plutôt sur la prévention, on va faire en sorte que, voilà, ne pas attendre que les choses se dégradent avant de réagir. Donc, concrètement, aujourd'hui, en fait, comment la population, on va dire, je vais parler notamment de la Côte d'Ivoire avec Mustapha, comment, dans vos échanges avec ceux qui font des projets communautaires, parce qu'en fait, c'est aussi l'objectif, voir comment on peut inclure ce modèle-là dans tout le financement des projets communautaires. Est-ce que c'est quelque chose qui revient, est-ce qu'on vous en parle, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est encore très lointain, qu'il faut peut-être impulser de plus en plus? Ben, c'est quelque chose qui est un peu lointain, ça, on peut le dire honnêtement, parce que l'encadrement juridique n'est pas encore vraiment totalement fait au niveau du pays. En Côte d'Ivoire, on a l'AETCI qui a entrepris des démarches pour pouvoir mettre des acteurs autour de la table. Avant, on disait ce sont des voyous ceux qu'ils font, mais maintenant, on parle maintenant de reconnaître un peu les cryptoactifs. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a une toute petite reconnaissance qui est en train de venir. Et également, il y a des pas que le régulateur dans le système bancaire sous-régional, la BCAO, en train de voir le paiement instantané de certaines banques en termes de pilotage qui sont en train de venir. Aujourd'hui, on a vraiment des startups qui développent dans la blockchain, qui développent des solutions qui permettent de faire la transition entre la monnaie traditionnelle aujourd'hui, la crypto-monnaie. Et là, je dirais même dans nos programmes avec EIC Corporation, il y a des projets qui sont mis dans la tokenisation des activités immobilières, par exemple des activités immobilières. Et tout ça, c'est des initiatives quand même qui sont en train de venir. Et ça peut donner du tonus parce que la banque traditionnelle est difficile en Afrique à accompagner les projets communautaires. Donc, il reste beaucoup à faire, mais c'est pas loin en termes de numérique. Ça va très vite. En 6 mois, en 3 mois, ça peut aller rapidement. Donc, c'était bon que nous en parlions, que nous produisions quelque chose de production intellectuelle pour voir comment on peut impulser nos gouvernants à amorcer, effectivement, à créer le cadre juridique qui sécurise tout le monde, à la fois ceux qui sont dans le système et ceux qui vont venir investir dans le système.
Voilà, donc le rôle des gouvernements, on le sent à chaque fois, on en parle, notamment là on est sur le territoire africain, le continent africain, ça va être important. Donc Sylvain, quelle serait, on va dire, parce que les inséparables, on est là aussi pour ça, quelle serait l'approche en fait à adopter par rapport à ces gouvernants? Est-ce qu'il faudrait aller vers eux? Est-ce qu'il faudrait voir déjà ce que eux proposent pour après s'adapter? Comment ça va se passer? Comment ça serait, quelle serait la meilleure option, la meilleure formule? Je dirais que la meilleure formule, c'est un peu les initiatives sérieuses qui se mettent en place, comme celle portée par EUC Corporation, parce qu'il faut déjà mettre la main à la pâte, il faut déjà créer des initiatives assez sérieuses pour donner à l'État de pouvoir avoir confiance à ces acteurs-là et de véritablement se pencher sur le sujet. Là où nos États aussi pêchent très souvent ici en Afrique, c'est que lorsque nous sommes face à une nouvelle technologie, les experts qui devraient porter cette technologie-là restent assez conservateurs, donc réfractaires face à la technologie. Du coup, ceux qui proposent des produits aujourd'hui, vous allez voir que couramment en Côte d'Ivoire, hormis les initiatives bien cadrées comme le fait EUC Corporation, et vous allez trouver plein de jeunes qui sont ni financiers ni banquiers, mais qui vous parlent de crypto-monnaie, qui vous parlent de tokens, qui vous parlent de forex, même le trading, même la bourse. Au niveau de la bourse, on a une BFM, une bourse qui existe ici depuis bien longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de la bourse, qui vont vous parler d'investissement boursier sans être financier, sans être banquier non plus. Donc, vu que celui qui devait être à la tête de cette décision-là, le banquier qui devait en parler, le financier qui devait en parler n'en parle pas, les SGI qui devaient faire la vulgarisation de ces choses n'en parlent pas, la Banque centrale qui devrait porter la réflexion là-dessus n'en parle pas, les autres, ils occupent les brèches qui existent. Donc, ils regardent ce qui se passe à l'extérieur, comme le disait tout à l'heure Maître Sa. On parle de Binance, tout le monde connaît Binance à l'international. Je prends mon ordinateur un matin avec quelques amis informaticiens, je crée une plateforme Binance qui est juste une interface pour surfer sur Binance qui existe réellement. Bon, celui qui connaît déjà, qui veut investir là-dessus, il va sur Google avec le réflexe qu'on a aujourd'hui, il tape Binance et ça génère des informations, il se dit automatiquement, bon, ça c'est Binance Côte d'Ivoire qui représente Binance International. Et c'est très facile à faire. Mais qui va aider cette population, ce consommateur-là, à savoir que voilà le meilleur interlocuteur. Si les banques se mettent à parler de crypto-monnaie aujourd'hui, vous verrez que la population ne va plus se tourner vers un interlocuteur qui n'est pas le plus aguerri. Mais les banques ne vont pas en parler, tout le monde est réfractaire, on ne parle pas de blockchain, on ne parle pas de crypto-monnaie, on donne l'impression que ça n'existe pas, or ça existe et ça existe partout. Donc, il faudrait que les acteurs qui sont du domaine puissent porter le sujet à bras le corps, exposer le sujet, présenter les conséquences, avantages, inconvénients. Et dans tout système, il y a forcément des inconvénients. Et ces inconvénients-là, comme on essaie avec des politiques d'amener le risque à être amené au mieux. Donc, du coup, il faut lever le débat. Et aujourd'hui, avec EUC Corporation qui a mis en place un système assez bien ficelé, avec une transparence accrue, une communication régulière qui fait que déjà les individus derrière ce système-là sont connus. Le système en lui-même est connu et le système communique assez sur ces différentes plateformes. Ça permet à celui qui se lance dans cette aventure-là, même là aujourd'hui, à travers l'initiative des Inséparables, nous avons eu cette opportunité-là d'être coopté déjà par EUC Corporation au niveau de son club d'investissement, ce qui fait que les bénéficiaires, les membres du programme des Inséparables deviennent des bénéficiaires de la thérapie financière que EUC Corporation a mise en place. Donc, avant même d'enrôler des gens et de les amener à investir, EUC Corporation a mis en place une thérapie financière qui permet aux gens d'apprendre ce que c'est que la finance digitalisée, d'apprendre ce que c'est que la finance numérique et de véritablement comprendre et d'avoir tous les outils nécessaires pour porter un jugement avant de commencer à investir. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi là aussi que nos populations pêchent. Tout le monde veut investir pour avoir de l'argent sans avoir d'éducation financière en réalité. Tout ce que les gens veulent savoir, lorsque vous voulez leur parler de blockchain ou de système ou de la bourse ou de la banque, ils vont juste vous demander, bon, j'ai 1 million, lorsque je te donne les 1 million, qu'est-ce que tu peux me garantir comme bénéfice dans 2 mois? C'est tout ce que les gens veulent savoir. Mais par derrière, celui qui vous dit, donnez-moi 1 million aujourd'hui et dans 1 mois, je vous donne 15 millions, dites-vous que
cet intérêt-là, il n'existe nulle part. Sinon, les milliardaires allaient tous aller investir dans ce genre de système-là pour être encore plus milliardaires que les autres. Donc, du coup, l'idéal, c'est que les vrais acteurs puissent porter le débat et que des initiatives sérieuses puissent être menées, de sorte à ce que tous ceux qui ont des velléités de vouloir faire des choses pour arnaquer des gens, face à des organisations sérieuses qui existent, vont eux-mêmes plier le tapis. Mais comme on le dit aujourd'hui, il n'y a pas de cri véritable porté par des initiatives sérieuses, ce qui fait que les populations qui essayent de comprendre, qui essayent avec Internet de comprendre ce qui se passe dans le monde, vont souvent vers l'interlocuteur le moins indiqué, vont souvent vers l'arnaqueur et malheureusement, c'est après l'arnaque qu'on commence à porter, à mettre la situation en lumière, on commence à faire les débats, on commence à faire les colloques et c'est dans 10 ans qu'on va se retrouver à véritablement trouver un système dans lequel tout le monde doit rentrer. Mais je pense que les initiatives sont en cours et UC Corporation le fait très bien, ce qui est salutaire et je pense qu'au fur et à mesure, ceux qui doivent porter le débat vont le porter et les choses vont s'améliorer. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, en fait, on voit les défis sont nombreux. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme. Et pour ne pas rater le coche, comment faire? Notamment, là, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la finance elle-même, il y a l'aspect réglementaire, il y a l'aspect de comment c'est accueilli dans la population, mais aussi cet aspect technologique, parce qu'on parle de digital, on parle de numérique. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Parce qu'encore une fois, on sait que c'est des transactions qui sont internationales. Comment on se garantit, en fait, que justement, il va y avoir une possibilité de travailler, je ne sais pas, moi je donne un exemple voilà, qui peut se présenter, je suis avec mes cryptoactifs, je veux faire une transaction, travailler avec quelqu'un qui est dans un autre pays, comment est-ce qu'aujourd'hui tout ça c'est très clair dans l'esprit des uns et des autres, en tout cas ceux qui sont dans ce domaine, ou alors il y a encore des choses qui sont en train d'évoluer parce qu'on sait que quand ça commence, des fois avec le numérique, le digital, avec maintenant l'intelligence artificielle, l'évolution elle est constante. Comment faire pour pouvoir suivre, Hassan? Alors, peut-être déjà pour un petit peu démystifier, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils ou qu'elles utilisent déjà la blockchain. En fait, la blockchain est avant tout une architecture au sens informatique du terme. Donc, par définition, c'est pas visible, c'est pas tangible. On peut pas toucher une blockchain, on peut pas la voir. Comme on peut pas toucher Internet, mais on peut voir ce qui s'y passe. Donc, la blockchain, c'est un peu le même principe. Donc, aujourd'hui, déjà, de démystifier. À mon avis, si vous avez acheté un ticket pour aller voir, si pas les JO, une récente Coupe du Monde, voire même une Coupe d'Afrique, faut savoir que la FIFA, depuis 2020 ou 2020, je pense, émet tous ses tickets sur une blockchain. Okay, et donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez utilisé un ticket sans vous rendre compte qu'il était hébergé sur une blockchain. Si vous avez aujourd'hui des QR codes sur un certain nombre d'objets de luxe ou pas, de plus en plus des objets du quotidien, ces QR codes sont de plus en plus directement sur des systèmes blockchain qui permettent, comme tu l'as indiqué plus tôt, Aminata, d'assurer la traçabilité d'une information. Et pourquoi un QR code sur une blockchain? Parce que cette donnée devient infalsifiable. Et un consommateur qui a besoin d'être en confiance avec, par exemple, la provenance d'un produit, eh bien, il a besoin de savoir que personne n'a pu interférer avec, par exemple, il pense acheter un produit venant d'une ferme bio ou qui respecte certaines normes, eh bien, il veut être certain que personne n'a pu interagir et falsifier cette information-là. Donc déjà, voilà, il y a des centaines de cas d'usage comme ça qui sont déjà autour de nous et on utilise déjà la blockchain sans le savoir. Une fois qu'on a dit ça, en effet, il y a clairement une nécessité ensuite de s'acculturer à ces technologies-là, s'acculturer à ces usages. Et c'est là où, en effet, c'est intéressant le propos qui était fait plus tôt, si je me souviens bien, par Sylvain, sur le rôle que doivent avoir les institutions publiques, j'ai envie de dire aussi les universités, les écoles, les gouvernements, sur apporter ces technologies-là au plus grand nombre, pour qu'en effet, il y ait non pas une diabolisation de ces technologies, mais bien une prise en compte du fait qu'elles existent et qu'elles sont aujourd'hui là pour rester. Et là aussi, je pense qu'il faut démystifier, la blockchain ne va pas disparaître.
ce n'est pas possible. C'est comme si on disait que le certificat digital sur Internet allait disparaître ou la carte à puce. La puce électronique existe depuis 60 ans et elle continuera d'exister sous une forme différente, de plus en plus miniaturisée. Mais donc, il y a un rôle clairement des acteurs publics et puis il y a un rôle, bien sûr, d'organisations comme la nôtre, donc eCapital Venture ou EIC, qui a justement pour objectif de pouvoir, via la thérapie financière, via l'éducation financière, expliquer en quoi la blockchain est intéressante et en quoi les fameux cryptoactifs, et là c'est très important de faire la différence entre, je vais en dire ces différents types, parce que les cryptoactifs, c'est un terme générique pour identifier finalement des actifs ou de la donnée qui est sur une blockchain, mais elle est de différents types. Le cryptoactif peut représenter une transaction, un contrat commercial, une part dans une société, donc elle peut représenter de l'equity, donc de l'action, et peut représenter une… Alors, j'utilisais le terme monnaie, mais je laisserai le propos à Benita peut-être plus tard, parce que le terme de monnaie, il a une définition légale, donc je ne vais pas entrer là-dedans, mais donc il y a aussi le cryptoactif au sens accepté dans un échange financier. Voilà, je vais le dire avec mes mots pour faire simple. Et c'est là où il faut faire très attention parce qu'en effet, il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de scams dans ce monde-là. Et donc, l'aspect de l'éducation pour venir là-dessus, il est fondamental pour ne pas, en guillemets, se laisser entraîner et piéger, puisqu'on est sur un monde qui, même s'il est de plus en plus régulé et réglementé, malheureusement, je vais utiliser le terme malheureusement. Heureusement pour nous, la blockchain a une capacité fondamentale dont on n'a pas parlé pour le moment, c'est l'immuabilité. Pourquoi une blockchain est super intéressante pour contrer la falsification? C'est parce que quand vous enregistrez une information dans la blockchain, elle ne peut plus en être retirée. Et donc, une fois qu'on vous a soutiré vos cryptoactifs, il est impossible d'aller les récupérer si ce n'est pas la personne qui vous les envoie. Donc voilà, donc je pense insister aujourd'hui sur la nécessité d'éducation. Ça a été déjà dit avant, je pense qu'on le redira plus tard, il est fondamental, puisque une fois qu'une transaction est émise sur la blockchain, elle ne peut pas être retournée, contrairement au système monétaire traditionnel. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est conçu comme cela, et c'est ce qui protège justement la blockchain de la corruption et de la falsification. Alors, quand on vous entend, Hassan, ça a l'air rassurant, mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'affaires, d'abus sur cette partie blockchain. Donc, Benita, Maître Sarr, donc vous qui êtes avocate, est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont accès à ça et qui l'utilisent, qui sollicitent beaucoup ce système, est-ce qu'il y a des moyens, des recours éventuels en cas de problématique? Ou alors, ce n'est pas nécessaire parce que le système se régule de lui-même? Alors, c'est une très, très bonne question et je veux vraiment rebondir sur les propos d'Hassan que je rejoins complètement. Pour reprendre l'exemple de la dame, donc de ma cliente qui s'est fait arnaquer, il faut bien comprendre que c'était une plateforme fictive et qu'il ne s'agissait pas de transactions de blockchain. Elle pensait rentrer dans la blockchain, mais en fait, c'était des transactions bancaires. Donc, en fait, finalement, les reproches que l'on fait aux crypto-monnaies, on peut tout aussi les faire auprès du système bancaire traditionnel. Donc, c'est juste que, et je rejoins là aussi la nécessité de s'éduquer avant de rentrer comme ça. C'est comme quand vous rentrez, vous voulez, j'allais dire jouer à la bourse, pas vraiment jouer, mais en tout cas, vous essayez au domaine de la bourse, il faut un minimum de formation, etc. Et je pense que EIC et avec eCapital Venture sont vraiment des organismes qui peuvent aider. Donc, c'est sûr que ce système est perfectible, qu'il y a des fraudes, ça existe, mais ce n'est pas la majorité. Voilà, pour répondre à la question. Et ce qui est important aussi, comme Sylvain l'a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut encourager les acteurs bancaires, les acteurs étatiques à favoriser peut-être un dialogue entre les régulateurs et les acteurs du secteur pour justement adapter la réglementation, pour s'adapter aux évolutions technologiques. Il faut créer aussi un cadre réglementaire clair, alors qu'il soit plus vers la liberté ou qu'il soit plus
préventif, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose pour que les acteurs sachent à quoi s'en tenir. Et enfin, à mon avis, il faut aussi mettre en place des règles minimum de Know Your Customer, so KYC, où les plateformes que des prestataires mettraient en place et l'obligation de savoir à qui ils parlent, etc. Je pense que c'est quand même le minimum. Pour que ça soit clair pour tout le monde, les règles KYC, c'est simplement que la personne, enfin que le prestataire doit demander l'identité des différents utilisateurs de la plateforme, tout simplement. Donc ça, par exemple, cette règle de base, c'est pas quelque chose de difficile à appliquer et ça permet quand même d'éviter un certain nombre de fraudes. Donc là, on revient encore à cette partie, il faut formaliser les choses, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour qu'on puisse savoir exactement dans quoi on s'embarque, entre guillemets, et comment faire pour suivre, quelle ligne suivre en fait, parce que c'est aussi ça, le sujet, c'est de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on en tire au final, parce qu'encore une fois, c'est des investissements, c'est des transactions, et c'est souvent de l'ordre de l'entrepreneuriat, de l'économie, de la finance. Et généralement, en fait, il y a toujours un résultat attendu. Alors, je vais repasser la parole à Mustapha. Donc, avec tout ce qu'on a dit, on voit bien qu'il y a un potentiel, hein, du coup, pour les projets communautaires, locaux notamment. On a vu avec le programme Les Inséparables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? On va dire, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quelle serait la première pierre à poser pour que ces systèmes-là soient totalement inclus dans les communautés, les projets communautaires? Parce qu'on a vu souvent, on parle de les financements participatifs, c'est devenu de plus en plus courant, les gens sont de plus en plus à l'aise. Et aujourd'hui, comment faire pour que ça soit la même chose avec les blockchains et les cryptoactifs? On ne vous entend pas, votre micro est éteint, Mustapha. Ah oui, excusez-moi, vous m'entendez là? Là, j'ai dit, on va vraiment dire merci énormément au président Achinegbe, parce que déjà avec le programme des inséparables, c'est comme du crowdfunding, on met des fonds en place pour accompagner l'initiative, parce qu'on arrive dans chaque village à pouvoir identifier un entrepreneur, et au fur et à mesure, on se met ensemble pour pouvoir l'accompagner. Et c'est un système de crowdfunding. Et au-delà, aujourd'hui, avec le programme qu'il envoie avec les LIO4 et autres, pour pouvoir sécuriser tous les dispositifs au niveau crypto actif, ça sera des initiatives qui vont nous aider demain. C'est vrai qu'il y a la part de l'État, tout ce qui est réglementaire à mettre en place effectivement, mais avec le modèle qu'il envoie, qui part à partir des communautés au niveau rural, au niveau local, pour pouvoir agrandir dans les régions, demain, c'est un modèle de financement qui va prendre de l'ampleur. C'est vrai qu'on ne va pas attendre que soit la BCAO ou bien l'État de manière globale sécurise tous les aspects, mais ça y va d'abord de cette éducation-là que vraiment le programme EIC Corporation est en train de nous inculquer. Et au fur et à mesure de cette éducation financière, de comprendre ce financement alternatif, et demain, ça pourrait énormément nous aider. Donc, pour dire qu'il y a des choses qui sont en train de faire, nous sommes en train de partir vraiment dans le concret à collecter comment on appelle, des entrepreneurs, et ces personnes vont générer des fonds et ensemble, on va implémenter vraiment cette belle initiative. D'accord, donc en fait, c'est vraiment, on le prend comme une vraie opportunité, au-delà du potentiel, du simple potentiel, ça devient vraiment une opportunité pour développer les projets communautaires locaux. Sylvain, quel volume en fait on pourrait attendre par exemple par rapport à la finance classique, les crypto-monnaies, quelle place on pourrait leur attribuer, qu'est-ce qu'on pourrait espérer à l'avenir alors par rapport à ça? Parce que là, on a vu tout ce qui peut être fait, mais concrètement, effectivement, qu'est-ce qui sera faisable en fait? Réalisable notamment. Qu'est-ce qui pourrait être réalisable? Ce qui sera faisable, c'est que c'est une initiative qui a bien. Ah, je crois qu'il a. C'est bon?
C'est bon, je suis dans un endroit un peu bruyant. Comme je disais, désolé, c'est une initiative qui est en train d'être mise en place. Ce qui est intéressant, c'est que EIC Corporation offre un écosystème entier global. Et ça, c'est ce qui est important. Ce n'est pas une crypto-monnaie qui est mise en place et qui demande à ce qu'on investisse pour avoir des milliards ou des milliards. C'est un écosystème complet, avec une banque, avec une bourse, avec des programmes d'investissement, avec l'éducation, une université, avec l'éducation financière, la thérapie financière qui est faite, avec des communautés locales dans lesquelles on s'en va investir, avec des projets de société qui sont mis en place. Donc, c'est l'écosystème global. Du coup, c'est une organisation qui, je dirais, se nourrit elle-même et nourrit elle-même ses propres enfants qu'elle est en train de bâtir. Donc, c'est une grande famille, une grande famille qui est en train de se constituer, comme si pour utiliser par analogie les www des sites internet, c'est-à-dire c'est une grande toile qui est en train de se construire. Et dans cette toile-là, je pense qu'il y a tout ce qui doit nourrir l'écosystème numérique qui est en train de véritablement s'établir. Du coup, ça va aller de pair. Aujourd'hui, lorsqu'on va vers les populations et qu'on est en train de parler de développement local, c'est clair qu'en parlant de développement local, il serait un peu étrange de parler de développement local à une population et par derrière de vouloir la financer avec la finance traditionnelle. Mais là, ce que permet EIC Corporation, cette aubaine-là, c'est qu'on parle de financement local, mais à ces populations-là, on leur fait comprendre que le financement va se faire, mais va se faire à travers une plateforme assez sérieuse, une plateforme qui utilise des crypto-monnaies, une plateforme qui utilise de la finance et de la monnaie numérique et digitale. Du coup, en même temps qu'on sensibilise nos populations, on les éduque à ce qui peut être fait et on est dans la pratique de ce qui peut être fait avec la finance numérique. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la finance traditionnelle telle qu'on la connaît, les banques traditionnelles auront du mal à suivre parce que financer aujourd'hui des communautés, des petites entreprises qui ne sont même pas encore bien structurées, un entrepreneur dans un village, c'est véritablement un casse-tête pour formaliser tout ça, pour que celui-ci puisse déjà avoir un registre de commerce, s'établir, avoir un siège. La paperasse administrative qui est liée à cela, il faut qu'il ouvre le compte, il faut qu'il y ait au moins une année d'exercice pour qu'on puisse voir un peu ses états financiers et tout ça. Ça peut ralentir le développement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en partant vers ces populations-là, on ne va pas pour proposer seulement un financement. Nous sommes acteurs du développement. Nous participons en tant qu'aussi investisseurs. Nous investissons dans chacun de nos entrepreneurs que nous accompagnons. Nous prenons des participations dans leur entreprise. Du coup, nous, on n'a pas de mal à comprendre la réalité vu que nous sommes avec l'entrepreneur et qu'on prend l'aventure avec lui. On prend aussi le risque de l'entrepreneuriat avec lui. Donc, le décaissement se fait assez rapidement et permet de véritablement l'accompagner. Et ce qui est intéressant, c'est que la finance numérique va nous permettre, nous, de pouvoir plus facilement encadrer tous nos entrepreneurs et de voir aussi au niveau de la traçabilité, pouvoir suivre un peu tout ce qui est fait pour que tous ceux qui sont membres des Inséparables et de EIC Corporation puissent avoir une idée claire et que les décisions puissent être prises à l'unanimité, quel que soit l'endroit géographique où on se trouve. Moi, je peux me trouver aujourd'hui à Abidjan et être investisseur dans une entreprise qui est encadrée par EIC qui se trouve au Luxembourg, qui se trouve en Inde, qui se trouve au fin fond de la Chine, parce que nous sommes dans une organisation assez sérieuse et que nous voyons de façon transparente tout ce qui est fait et que nous participons aussi aux différentes décisions. C'est ce qui fait que la finance numérique va apporter un plus à cet accompagnement qu'on veut faire à nos populations. Parce que si nous allons vers des populations et que nous montrons des dossiers de crédit pour aller vers les banques, ce n'est pas demain la veille que les décaissements vont se faire pour permettre d'aider un paysan qui, par exemple, veut installer une riziculture, une petite boulangerie dans sa communauté. C'est des dossiers qui existent depuis longtemps et qui n'ont pas eu de raison d'être. Et aujourd'hui, comme je le disais d'entrée, c'est qu'il faut vraiment des initiatives sérieuses. S'il y a des initiatives sérieuses, le régulateur va forcément suivre. Aujourd'hui, c'est très facile de parler de mobile banking, de parler de fintech aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est des choses qui, dès qu'elles venaient au début, les gens étaient réfractaires en se disant, mais juste avec un portable, tu fais des transactions, ce n'est pas sérieux. Il faut garder l'argent physique sur toi, aller dans un magasin, ne pas avoir de la liquidité. Mais aujourd'hui, finalement, tout le monde a compris. Et aujourd'hui, le régulateur lui-même est en train de véritablement aller vers cette digitalisation des paiements, vers cette façon de pouvoir, de façon instantanée, régler des services, vers les codes QR aujourd'hui qui sont en train d'être démocratisés, de sorte à ce que tous les marchands puissent avoir un code QR assez,
je dirais, légal qui permet de débiter un compte dans une banque pour régler le compte d'un marchand juste parce qu'on a scanné un code QR dans une boutique dans n'importe quel lieu de la Côte d'Ivoire. Donc, je dis qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites et EIC Corporation est bien logé avec cet écosystème-là à aider nos populations et nous sommes seulement dans la ligne droite du développement qui est en train de se faire. Donc c'est un réel, on envisage ça comme un réel écosystème global qui globalise certaines choses et qui va même jusqu'à la mutualisation, parce qu'encore une fois, là, on a parlé de ces petites initiatives qui, au fur et à mesure, vont pouvoir grossir avec tout cet accompagnement qui est proposé. Donc je pense qu'on va commencer, on va faire peut-être un petit tour d'horizon pour donner un petit peu le mot de la fin pour chacun des experts, mais juste après, on va continuer avec la session des questions-réponses pour que les gens, ceux qui nous suivent, puissent avoir aussi des réponses à leurs interrogations. Le mot de la fin que vous aimeriez dire, Hassan, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à votre intervention, par rapport à ce qu'on devrait retenir de cette session, selon vous? Oui, alors pour ma part, peut-être vraiment revenir sur les fondamentaux, c'est quand même l'opposition extrême entre le monde bancaire traditionnel et celui de la finance digitale qui est donc distribuée et décentralisée, qui est vraiment dans les mains des citoyens, très inclusive, très transparente, traçabilité, mais sur lequel se portent de très gros enjeux d'éducation, déréglementation, et pour lequel, à nouveau, EIC, avec voilà, sa proposition de valeur, avec ses programmes de thérapie, mais aussi son offre d'outils de financement, apporte des réponses concrètes, que ce soit pour l'Afrique, mais bien au-delà aussi, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Merci beaucoup, Hassan. Un mot de conclusion, Maître Sarr, pour cette session. Je conseillerais à tous ceux qui sont connectés d'être ambitieux, de ne pas céder peut-être à l'appel un peu réfractaire des uns et des autres. Toute innovation au départ peut paraître un peu, on va dire, étrange. Elle bouscule un peu nos habitudes, mais soyez ambitieux et dans le même temps de vos ambitions, prenez aussi les moyens de vos ambitions en vous rapprochant de partenaires comme EIC ou alors les Inséparables pour justement avancer dans le domaine des crypto-monnaies. Merci beaucoup, Maître Sarr. Mustapha, coordonnateur de la session du programme de ce mois-ci. Votre mot de conclusion? Nous, on attend énormément de cette initiative de financement électronique numérique parce qu'on a vraiment le terrain. J'ai l'impression qu'on ne vous entend plus. Mustapha? On n'a pas le choix. Allô? Oui, ça avait été coupé à un moment donné. Oui, là, on vous entend mieux. Ah, voilà. Donc là, on n'a pas le choix que de vraiment utiliser les meilleurs outils et trouver vraiment la démarche intéressante. Vous m'entendez? Oui. Voilà, oui, on vous entend parfaitement. Voilà, qui pourrait vraiment amener, il y a assez d'activités à financer au niveau local. Il y a souvent des petites choses à faire pour que nos populations ou nos communautés aient le minimum dans leur village, dans leur environnement. Et la banque classique ne pourra pas nous accompagner à fond. Donc là, nous saluons le programme des Inséparables, nous saluons l'action de EIC Corporation, mais en même temps, nous allons nous mettre en synergie. Et là, je lance un appel à tous les présidents qui vont se succéder au niveau de ce programme des Inséparables, de pouvoir creuser davantage, de pouvoir se mettre en synergie pour renforcer nos forces. C'est ce que j'avais dit. Merci beaucoup, Mustapha. Sylvain, votre mot de conclusion avant de commencer la session questions-réponses. Mon mot de conclusion, ce serait d'inviter tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent à rejoindre cette dynamique-là. Et moi, je ne cessais de le dire au président Achille, c'est que je cessais de le remercier pour la transparence qui est faite autour de cette organisation, parce qu'il y a beaucoup de masterclass qui sont donnés, il y a beaucoup de sessions de travaux comme nos débats live qui sont donnés, de sorte à pouvoir donner un maximum d'informations. Et ça, je lui disais que je n'ai vu ça nullement ailleurs.
Il y a beaucoup de plateformes de crypto-monnaies qu'on connaît, mais on ne connaît même pas les personnes qui sont derrière ces plateformes. On ne sait même pas de quoi elles sont faites. Soit tu achètes, tu conserves et tu attends, et personne ne viendra t'expliquer ou te donner une thérapie financière ou quoi que ce soit. Tu te débrouilles pour t'éduquer. Mais aujourd'hui, EUC Corporation, qui existe depuis 15 ans, est en train de prendre le temps d'éduquer les gens, d'expliquer les choses littéralement, de présenter toute cette transparence-là. Et ce qui est encore intéressant, moi je le dis à mes amis qui me posent souvent des questions sur la blockchain, sur les crypto-monnaies et tout ce qui va avec, qu'est-ce qui peut nous sécuriser? Moi je le dis, la meilleure sécurité dans un système, dans une organisation, c'est de maîtriser, de connaître les personnes qui sont derrière cette organisation-là. Et lorsque vous les connaissez, lorsque vous les maîtrisez, il y a aussi un autre facteur sur lequel vous devez jouer. Quand une organisation devient internationale, multinationale, avec dans plusieurs pays, elle vous permet vous êtes sûr. Parce qu'une personne qui va s'amuser à mettre en place une organisation qui est dans plus de 50 pays, avec des experts de tout horizon, c'est clair qu'elle ne va pas quand même s'aventurer à détruire en Côte d'Ivoire et aller encore détruire en France, parce qu'après, où est-ce qu'elle va aller se cacher si elle ne détruit pas tout? Donc, du coup, cette opportunité-là d'être dans plusieurs pays à la fois et d'être vraiment transparent avec une communication qui fait que tout ce qui est fait de façon ouverte avec des sessions où aujourd'hui, des gens peuvent intégrer cette session-là pour dire que, bon, par exemple, EUC Corporation nous a arnaqué depuis Tokyo ou nous a arnaqué dans n'importe quel pays. Personne ne va s'amuser à ouvrir le débat de la sorte si par derrière il est poussé par des intentions noires, je dirais. Donc, toute cette transparence-là apporte de l'éducation. Et jusqu'à présent, je pense que M. Achille n'a pas encore dit à l'un d'entre nous envoyez 1 million ou 2 millions parce que je vais vous faire riche. On ne parle que d'éducation, on ne parle que d'éducation. Donc, tous ceux qui nous suivent doivent s'embarquer dans cette dynamique-là, ne serait-ce que pour s'éduquer. Le choix leur reste à la fin de savoir s'ils s'embarquent ou pas financièrement. Mais tout ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est d'éduquer, de porter l'information. Et c'est toujours enrichissant de s'informer, de s'éduquer de façon gratuite. Aujourd'hui, on a des experts de renom qui nous partagent les idées de façon gratuite. On connaît les masterclass aujourd'hui qui sont monnaie courante en Afrique aujourd'hui, où on vous parle, connectez-vous avec 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, des experts pour vous parler. Mais c'est une plateforme qui nous offre l'éducation de façon gratuite et je pense qu'il ne faudrait pas bouder sur cette opportunité-là. Donc, j'invite ceux qui nous écoutent à partager le lien des inséparables autour d'eux, à partager l'initiative de nos débats live, de sorte à ce qu'on puisse toucher le maximum de personnes en les éduquant véritablement. Parce qu'on parle d'éducation financière, mais l'éducation financière va demander à ce qu'on puisse se poser un moment devant un ordinateur ou devant une salle de conférence pour comprendre. Parce qu'on veut être éduqué, mais on ne veut pas avoir du temps pour participer à ce genre de débat. Après, on se pose la question de savoir qu'est-ce que la blockchain. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à ce débat peuvent sortir de là, ne serait-ce qu'avec une nouvelle information, une nouvelle éducation pour eux-mêmes. Et c'est déjà un début vers le changement. Donc, je remercie tous ceux qui sont là, nos experts. Et je pense que ce fut une belle session. On continue. Merci beaucoup. Est-ce que Achille nous a rejoint depuis Achille Ekbe, le président de EUC Corporation? Achille, est-ce qu'Achille est connecté? Non, toujours pas. Bon, bah, on va quand même commencer. On le salue tout de même, on pense à lui et je suis sûre qu'il est, même s'il n'est pas présent avec nous sur cette session, il est avec nous par la pensée et par le cœur. Oui, il est épuisé là. C'est pour ça que toutes nos pensées vont vers lui. Donc, on va commencer. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. C'est le moment d'affiner un petit peu ce qui a été dit, de pouvoir avoir des précisions supplémentaires. Si c'est ce que vous attendez de nos experts, ils sont là pour ça. Donc, n'hésitez pas à lever la main. On vous donne la parole pour poser vos questions. Est-ce que dans nos participants, certains voudraient avoir des précisions sur ce qui a été dit, apporter des remarques ou autre chose, d'autres observations, peut-être faire des propositions également, parce qu'on est là aussi pour ça. Aminata, je pense qu'il y a eu des questions dans le chat. Oui, alors attends, oui, bah, je vais. Alors, les questions sont dans le chat, ok. Donc là, j'ai la question. Alors attends, ouais, donc c'est Léonard de Domé, c'est ça? Donc, qui dit au-delà de la transparence dont disposent les interlocuteurs dans les transactions, la réticence des États, notamment africains, ne tient-elle pas à l'absence d'un organe de régulation qui fixerait les règles comme la BCAO pour la monnaie scripturale? La question est posée. Est-ce qu'un de nos experts peut répondre, notamment
Maître Silla, alors ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, donc préciser peut-être par rapport à ce qui a été dit, comment ça a été formulé. Maître Sarr. D'accord. D'accord. Non, effectivement, je dirais que... Alors là, il pose la question d'un organe de régulation. Je ne pense pas que ça soit l'origine de la réticence des États. Pour moi, l'origine de la réticence des États, c'est, vous savez, dans les cours de conduite au changement dans les entreprises, on vous dit qu'il y a 3 étapes. Il y a d'abord le rejet, la peur, enfin le rejet d'abord, la peur et après l'acceptation. Et je pense qu'on est plutôt dans ce process-là, en fait. Alors maintenant, un organe de régulation, on va dire supranational, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait effectivement homogénéiser l'ensemble des, on va dire, des réglementations sur le continent africain et donc être stable, être un gage de stabilité pour de potentiels investisseurs ou même pour les utilisateurs. Mais maintenant, après, c'est un choix que doivent faire les États, les populations, et sur ça, l'Union européenne a fait ce choix-là, mais l'Union européenne aussi est une construction, on va dire, qui n'est pas partie du règlement MICA, hein, c'est une construction politique, etc., avec ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi pas au niveau régional, effectivement, de l'Afrique de l'Ouest, oui. Mais en tout cas, pour répondre clairement à la question, est-ce que la réticence des États tient de l'absence d'un organe de régulation? Je dirais non, ce n'est pas ça. D'accord. Merci beaucoup, Maître Sarr. On a une main qui s'est levée, donc Monsieur Klenakan Eric, qui a une question à poser. On vous écoute. Oui, allô, bonjour tout le monde. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour cet exposé brillant qui a été fait. Donc, moi, je suis Eric Klenakan. Je suis un auditeur dans une structure gouvernementale au Québec. Dans le fond, dans le cadre de mon travail, moi, je m'occupe de tout ce qui est l'économie, enfin, dans la spécialité de l'économie numérique. Qui dit économie numérique dit le commerce électronique et les crypto-monnaies. Donc, dans le cadre de mon travail, j'ai déjà visité plusieurs fermes de minage. Donc, je rebondis pour dire que, dans le fond, les gouvernements qui sont encore réfractaires à la crypto-monnaie n'ont qu'à rechausser le manche. Certainement que le Canada, vous le savez, qui a eu à bannir Binance et autres, parce que Binance ne voulait pas se mettre à jour avec tout ce qui est réglementation. Mais je peux vous assurer qu'au niveau des différents gouvernements, ils essaient de voir comment on peut aller, comment les différents gouvernements, même s'ils n'autorisent pas tout ce qui est la crypto-monnaie au niveau de leur population avec tous les risques qui vont avec, mais les gouvernements en arrière-plan, ils vont chercher tout ce qui est impôts et taxes. Donc, c'est vraiment une source de revenus importante et je peux vous dire que ça se chiffre en des millions et des millions de dollars qu'ils vont chercher avec ces différentes entreprises qui font le minage de crypto. Et parallèlement à ça, moi-même, bon, avec toute cette expérience que j'ai, je participe aussi à certains projets de crypto. Et je peux vous dire que ce qui manque beaucoup, c'est la formation et l'éducation. Parce que je peux vous dire qu'en Afrique, la crypto-monnaie est véritablement une porte de sortie financière. Je vois combien d'Africains avec un téléphone, ils sont... En tout cas, je peux vous dire que les citoyens, ils savent c'est quoi là, comment créer un compte, comment faire les transactions avec la crypto-monnaie. Ce qui manque, c'est juste l'éducation, c'est ce qui fait qu'ils se font arnaquer beaucoup sur beaucoup de projets. Moi, par rapport à mon statut, très souvent, il y a des projets qui sont en Afrique que je vois. Ces différents dirigeants rentrent en contact avec moi pour dire, ben, écoute, est-ce que tu peux nous appuyer sur tel ou tel projet? Et quand je prends la feuille de route, quand je vois que ça ressemble à une arnaque, je me retire. Je dis, je ne veux pas embarquer dans ce genre de projet. Donc, tout ceci pour dire que dans le cadre de vos activités,
la crypto-monnaie, la blockchain, c'est véritablement une porte de sortie pour la population africaine et même pour nos États par rapport, quand je prends l'exemple à la structure dans laquelle je suis, où nous faisons de l'audit. Merci bien, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Hassan, et puis un autre participant. Donc, alors, attendez. Hassan, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, peut-être un complément parce que comme ici on est vraiment dans le cadre de on va dire financier, mais aussi de l'accompagnement d'entreprises, micro-entreprises, je pense qu'il y a un élément sur lequel on n'est pas assez revenu, c'est sur la capacité justement qu'a la blockchain d'un point de vue atomique de permettre la liquidité en fait d'un investissement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Je ne vais pas revenir sur les notions de tokenisation parce qu'on est en fin ici de session. Mais en fait, ce qui est assez extraordinaire avec la blockchain, et ça c'est un principe de base, c'est que celui qui détient le cryptoactif le détient réellement. Okay. Ça veut donc dire qu'en fait, quelqu'un qui réalise un investissement dans une société non equity, et ça fait partie des solutions à nouveau qui sont proposées par EIC, il est finalement souverain et peut déterminer ce qu'il fait de ce jeton sous forme d'une equity ou d'un investissement. Et ça, à nouveau, ce n'est pas permis par d'autres contextes réglementaires, par d'autres solutions technologiques ou techniques, et c'est quelque chose qui est propre à la blockchain. C'est-à-dire que si je détiens un cryptoactif, que ce soit sous une forme transactionnelle, commerciale, par d'immobilier ou equity, donc part dans une société dans laquelle j'ai investi, ou part d'un microcrédit dans lequel je participe, eh bien, je peux derrière le revendre, le distribuer, le partager de manière autonome. Et c'est ce qui fait qu'on a, grâce à la blockchain, une liquidité beaucoup plus forte de l'investissement. Et j'aurais moins peur, du coup, d'entrer dans un investissement ou d'appuyer une petite organisation locale ou commerce local, puisque je sais que je peux plus facilement aussi le céder, le partager ou le transférer. Oui, donc du coup, ça ouvre encore plus de voies, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire. Maintenant, encore une fois, faut-il maîtriser tous ces rouages-là. Donc, Maître Sarr, vous vouliez compléter les propos d'Hassan, peut-être? Oui, compléter les propos de Monsieur Traoré, qui a évoqué quand même un aspect intéressant qu'on n'a pas vraiment abordé de la réglementation, notamment la réglementation fiscale. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui ont choisi d'imposer les gains en crypto-monnaie. Dans la plupart des pays africains, c'est vrai que ça n'a pas été soulevé pour l'instant, ou du moins ce n'est pas forcément quelque chose qui est en réflexion. Ça peut être aussi un levier, tout en restant bien évidemment dans des proportions intéressantes pour les différents utilisateurs des crypto-monnaies. Mais je voulais soulever ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nos experts ont été tellement clairs, tellement précis dans leurs propos que tout a été assimilé par tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est le moment, hein, nos experts sont là pour ça, et nous aussi d'ailleurs, pour pouvoir faire évoluer le sujet et apporter notre contribution, notre petite pierre à l'édifice, ce grand édifice qui est en train de s'établir hein, à travers la blockchain et les cryptoactifs. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va mettre fin à notre session, parce que déjà, de toute façon, on est à quelques 2-3 minutes de la fin, c'est ça? Donc, vous reste 2-3 minutes pour vous manifester. Autrement, ça sera dans le cadre de vos échanges avec les inséparables, parce que n'oubliez pas, le programme continue. La session, elle a lieu une fois par mois, mais les travaux des inséparables, c'est tout le mois, toute l'année, tous les jours. Et n'hésitez pas à nous joindre sur la plateforme, sur le site internet. Sylvain, je vous laisse rappeler le site internet des inséparables. C'est 3 fois www.lesinséparables.org. Et nous sommes sur LinkedIn, sur Facebook et sur les différentes pages médias. Voilà, et vous retrouverez tous les échanges que nous avons eus, les sessions, et vous pourrez justement poser vos questions si vous en avez qui vous viennent par la suite. Merci à tous. Nous arrivons à la fin de notre session de ce mois de septembre. Nous remercions nos experts, Hassan, Maître Sarr, Sylvain, Mustapha et tous ceux qui ont participé. Donc, merci à vous et puis merci pour votre fidélité. Et on espère vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle session avec une nouvelle thématique et un nouveau coordinateur qui aura été nommé, bien évidemment, d'ici là. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Merci Amina. Merci à Hassan. Merci Benita. Merci, monsieur Sylvain.
Merci On reste Bye Sylvain. bye, d'accord. bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à vous. Merci, Amina. Merci. Merci Aminat. Aminat, nous on se Oui. retrouve. Oui, oui, D'accord. oui, oui. Mais on va vous suivre alors. On va sur la Lune.
comment on appelle ça, le rental. Le rental, par exemple, à 6 000 francs l'heure. Tu sais que dans la journée, tu vas prendre au moins 3 heures. Ça te fait combien? Ça te fait 18 000 francs.